Waouh! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux caractéristiques et aux usages de 3 familles. Celle du riz et du maïs, les poacés, celle du soja, les fabacées, et celle de la carotte, les apiacées ou ombellifères. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on fait la différence entre une herbe et une autre herbe. En fait, le mot herbe, herbacée plutôt, désigne la physionomie de la plante et donc une plante plutôt souple, non ligneuse. Mais il est vrai que la famille la plus emblématique des herbacées, c'est la famille des graminées. Les graminées, appelées aussi poacées, si tout le monde dit que ça se ressemble, c'est au moins facile à reconnaître. Elles ont une très forte homogénéité morphologique. Elles sont composées donc de tiges, composées elles-mêmes de nœuds et d'entre-nœuds. Au niveau des nœuds s'insère à chaque fois une feuille, en alternance. Et ces feuilles de graminées, elles sont aussi très caractéristiques. Elles sont composées d'une gaine, généralement fendue, et ensuite d'un limbe qui diverge de la tige. Au niveau de l'intersection entre la gaine et le limbe, on retrouve vers l'extérieur parfois des oreillettes et à l'intérieur une ligule qui peut être soit membraneuse, soit remplacée par une ligne de poils, soit même absente. Ce chaume se termine généralement par une inflorescence qui peut être un panicule ou un épi. Et cette inflorescence est composée de l'inflorescence typique des graminées qu'on appelle l'épillé. Cet épillé, il est bien composé de fleurs. Alors vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que les graminées fleurissent? Bien sûr, c'est des plantes à fleurs. Seulement, les graminées se passent de pollinisateurs pour transporter le pollen aux gynécées. Elles utilisent le vent, c'est des plantes anémophiles. Ça se compense généralement par une grande production de pollen et les allergiques le savent. L'épillé, cette inflorescence typique des graminées, c'est en fait une boîte composée de 2 couvercles qu'on appelle les glumes. Et au sein de ces glumes, on a des fleurs. Donc ici, j'ai 2 glumes et quand je les ouvre, je peux séparer ensuite de l'épillé 2 fleurs que les flores appellent parfois des fleurons ou des fleurets. Chaque fleur de l'épillé est elle-même une boîte à 2 couvercles composés donc de 2 glumelles. La glumelle inférieure, qui est souvent l'élément de dispersion du fruit de la graminée et qui peut être par exemple aristée avec une grande arête ou poilue, et la glumelle supérieure, la paléole, qui contient le gynécée, qui est composé de 2 carpelles soudées et 3 à 6 étamines par fleur. C'est souvent donc grâce à cette lemme la fleur qui se disperse, soit par le vent, par anémochorie, ou alors, notamment grâce à ces arêtes, par zoochorie. Et on a tous eu déjà des fleurs de graminées coincées dans nos chaussettes et on a dispersé ces graines de graminées. Alors attention à ne pas confondre les graminées avec 2 autres grandes familles où on va retrouver des plantes à pores herbacés, mais aussi très linéaires. Ce pore graminoïde, on peut le retrouver chez les cyperacées, la famille notamment des lêches, le genre Carex, mais on les reconnaît souvent par leur section de tiges triangulaires à la base et par leur alignement de feuilles sur 3 rangs. On retrouve aussi ce pore très herbacé linéaire chez la famille des juncacées, notamment avec les joncs. Mais cette fois-ci, on reconnaît assez facilement un jonc, notamment par ses fleurs à symétrie radiale et donc à 6 tépales. Si ce n'est que la 5e plus grande famille de plantes à fleurs, avec ses 12 000 espèces, c'est tout de même la famille la plus importante en termes d'alimentation, et notamment avec quelques espèces de céréales, notamment le riz, le blé, le maïs, qui représentent plus d'1 tiers de l'alimentation mondiale, sans oublier la culture de la canne à sucre pour la production de sucre. Et pour le côté olfactif, il ne faut pas aussi oublier la citronnelle, qui est bien sûr une graminée.
Les graminées sont surtout très importantes au niveau écologique puisque elles se retrouvent et structurent la quasi-totalité des écosystèmes non forestiers sur la Terre. Donc quand on n'a pas d'écosystème arboré, on a généralement un écosystème structuré par des graminées. Parmi les espèces les plus communes de graminées, on peut citer le pâturin annuel, Poa annua, qui est une espèce que vous connaissez puisque vous marchez régulièrement dessus en ville. C'est l'espèce qui est la plus fréquente entre les pavés des trottoirs. Le dactyle aggloméré, Dactylis glomerata, donc c'est une graminée prairiale qu'on retrouve quand même un peu partout. C'est une espèce qu'on dit ubiquiste. On peut même la retrouver en Bordeaux ou en centre-ville. On la reconnaît par son vert bleuté, un vert glauque. Son inflorescence unilatérale, tournée dans un seul sens, et elle est parfois aussi compressée latéralement à la base. Le roseau commun, Phragmites australis, est une espèce très vastement répartie sur le globe. Elle est cosmopolite et elle est surtout très structurante des écosystèmes humides et notamment des roselières. C'est aussi une espèce très importante pour les constructions. On retrouve donc des roseaux en fagots pour faire les toitures de chaume ou pour la flottaison de ces fagots dans la confection de bateaux. Et elle a été tellement importante à une époque que ça reste un des signes les plus utilisés dans les hiéroglyphes égyptiens. Le régras anglais, Lolium perenne, est une espèce rhizomateuse très recouvrante qui va réconcilier les fans de golf, de foot et de rugby, puisque c'est une des espèces les plus fréquentes sur les gazons sportifs, avec la fétuque faux-roseau ou le pâturin des prés. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment nous pouvons manger un fruit et un légume en même temps sans s'étouffer grâce aux légumineuses comme on peut avoir ici. Les légumineuses ou fabacées représentent une immense famille de presque 20 000 espèces aux caractéristiques morphologiques marquées. Elles sont classiquement divisées en 3 sous-familles, dont une qu'on appelle les faboïdées avec ce type de fleurs-là. La feuille des fabacées est une feuille composée généralement imparipennées, comme celle-ci, parfois avec une vrille au sommet, comme ici, et il y a même l'extrême où toute la feuille se transforme en une vrille, c'est le cas du petit pois. Elle peut aussi être simplement à 3 folioles, ce qu'on va avoir ici, comme chez les trèfles et les luzernes. Mais ce qui est surtout important chez les fabacées, c'est d'abord et avant tout le fruit. Donc ce fruit est une gousse, en différentes formes, plus ou moins développée. Parfois il n'y a qu'une seule graine, ici il y en a 3. Et on peut même avoir des situations où cette gousse, elle forme une spirale. C'est ce fruit qui est la caractéristique de la famille. La fleur dite papillonacée, comme on a ici, est pour sa part la plus grande caractéristique d'une sous-famille des fabacées, celle qu'on appelle la sous-famille des faboïdées ou des papillonoïdées. Donc ces fleurs papillonacées possèdent un calice de sépales soudés et une corolle nettement zygomorphe. Cette corolle est composée de 5 pétales libres qui portent des noms particuliers. On a en particulier l'étendard, qui est le grand pétale à l'extérieur. On a, si ça vient, une aile et une deuxième aile, qui sont 2 pétales qui protègent. 2 autres pétales inférieurs qui sont parfois soudés, qui constituent ce qu'on appelle la carène. Le tout protégeant un système, une androcée avec 10 étamines généralement soudées en un tube. Et ces étamines, hop, on va essayer de sortir, voilà, qui protègent un carpel unique qu'on retrouve comme ceci. C'est ce carpel unique qui, une fois fécondé, va donner
un fruit qu'on appelle gousse ou légume. Ça sera un fruit sec, en gros, qui est déhiscent, qui s'ouvre à maturité pour retrouver dedans, si ça veut bien venir, voilà, nos graines. C'est maintenant le moment de résoudre la question, la tomate est-elle un fruit ou un légume? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, notre tomate, hein? On se demande bien. En gros, la tomate, pour un botaniste, c'est d'abord et avant tout le résultat de la fécondation d'un ovaire, donc c'est un fruit. Sauf que, pour le cuisinier, pour l'épicier, la tomate est un légume, puisque dans ce contexte-là, un légume, c'est un ingrédient qu'on met dans un plat salé, ou du moins dans un plat qui n'est pas sucré. Et dans ces situations-là, c'est un ingrédient d'origine végétale. Que vient faire cette solanacée dans notre séquence sur les fabacées? Eh bien, à l'inverse, le petit pois ou le haricot sont des fruits qu'on appelle des légumes. Comment expliquer ça? Du point de vue en fait du développement, c'est un ovaire fécondé, donc un petit pois, un haricot, ça va être un fruit pour un botaniste. Sauf que ce fruit qu'on appelle gousse porte également le nom, du point de vue des botanistes, de légumes, d'où le nom de famille légumineuse qui est utilisable pour la famille. En termes d'alimentation, les haricots rouges, blancs, voire de plein d'autres couleurs, les petits pois vont s'ajouter au soja, mais aussi aux lentilles, aux pois chiches dans notre alimentation. On a une situation avec les fabacées qui est parallèle à celle des poacées, où les fabacées cultivées vont être, pour une grande part d'entre elles, utilisées non pas directement en alimentation humaine, mais pour l'alimentation animale, en tant que source de protéines. Une des spécificités écologiques des fabacées, c'est leur capacité, à la très grande majorité d'entre elles, à fixer l'azote de l'air grâce à une association avec une bactérie au niveau de leurs racines. Cette particularité fait des fabacées un ensemble de plantes qui ont une importance écologique très importante puisqu'elles enrichissent le sol au-delà de simplement servir en fait à apporter de l'azote dans l'alimentation de certains animaux. Cette propriété explique aussi l'importance des fabacées comme engrais verts et comme plantes qui servent à, avec de grands guillemets, améliorer les sols. Parmi les espèces communes de la famille des fabacées, on a le robinier pseudo-acacia, donc aussi appelé acacia. C'est une espèce d'arbre utilisé en ornement, mais aussi apprécié pour faire des piquets. Et son bois d'œuvre peut aussi être utilisé dans certaines pièces de marqueterie. C'est une espèce d'origine nord-américaine qu'on peut reconnaître par ses stipules épineuses, ici, à la base de feuilles composées, imparipennées, et également par ses fleurs blanches, papillonacées et en grappes, que l'on peut consommer en beignet. On a également le trèfle rampant, aussi appelé Trifolium repens. C'est certainement l'espèce que vous avez scrutée à la recherche d'un trèfle à 4 feuilles. Comme les autres trèfles, mais aussi les luzernes, les feuilles sont composées non pas de 3 feuilles, mais de 3 folioles. La tige, dans le cas du trèfle rampant, est horizontale. Elle rampe. Elle a tendance à s'enraciner en fait au nœud. Et on a ces inflorescences caractéristiques avec des petites fleurs blanches rassemblées. Donc cette plante a été historiquement consommée par l'homme pour ses graines. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée comme plante fourragère dans les prairies pour alimenter le bétail et enrichir la ration avec de l'azote.